Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette présentation les aspects mathématiques sous-jacents à la mise en œuvre d'un plan d'expérience appliqué à des problèmes de formulation. Cette présentation des aspects mathématiques va se faire sous la forme de 3 séquences, chacune des séquences étant terminée par un petit quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances. Alors, dans cette première partie, on va surtout parler de la notion de modèle en ayant rappelé les objectifs de l'analyse mathématique. Et puis, dans les parties suivantes, on parlera de la méthode des moindres carrés. L'objectif étant d'arriver à l'équation des coefficients que vous voyez apparaître en bas de l'écran sous forme matricielle. Alors, on va rappeler en introduction de cette première séquence la boucle de formulation que l'on rencontre lorsqu'on est amené à mettre en œuvre, par exemple, un plan d'expérience pour optimiser une formule. Vous allez au départ choisir un certain nombre de constituants, petit q constituants, les proportions des constituants représentant ici les facteurs, c'est-à-dire les variables que l'on va faire varier au cours de la campagne expérimentale afin de comprendre leur rôle sur la variation des résultats. Et une fois que vous avez choisi les constituants, il va falloir les mélanger. C'est l'opération qui est coûteuse avec la caractérisation des réponses sur les produits que l'on vient de fabriquer, ce que j'appelais caractéristique 1, caractéristique 2, ce qu'on appelle dans le vocabulaire des plans d'expérience les réponses mesurées ou les réponses observées. Et ces réponses observées, il va falloir par la suite les transformer en indices de satisfaction de façon, d'une part, à leur faire perdre leur unité et leur échelle, les rendre adimensionnels, et de façon à faire apparaître une valeur 0 qui consisterait à dire qu'un produit présente une caractéristique qui est hors tolérance. Dès lors qu'on dispose des indicateurs individuels de satisfaction, que l'on appelle des désirabilités individuelles, eh bien on va pouvoir les associer entre elles au travers d'une moyenne géométrique pondérée, c'est ce que l'on voit sur la formule en bas de l'écran. La moyenne géométrique fait appel à un produit de telle sorte qu'un indice de satisfaction nul conduise à un indice de satisfaction global, lui-même nul. Et naturellement, la boucle de la formulation va être parcourue jusqu'à ce que l'on ait atteint une désirabilité globale satisfaisante. Voilà. Et donc on va explorer le domaine expérimental dans un but d'optimiser. Naturellement, industriellement, les essais coûtent cher et au bout d'un moment, on peut se demander si on ne dispose pas de suffisamment d'informations pour remplacer la partie coûteuse qui conduit à des réponses observées à une partie moins coûteuse et sans doute mathématique qu'on appelle un modèle qui va permettre de générer des réponses qui deviendront du coup des réponses calculées, le reste de la boucle lui restant inchangé. Et il faudra s'assurer que ce modèle, donc ce lien entre les réponses et les facteurs, eh bien, soit le plus descriptif possible et le plus prédictif possible. Ce sera l'objet de l'analyse statistique. Et l'objet de l'analyse mathématique, eh bien, ça va être de fabriquer le modèle. Voilà. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse mathématique en introduction? Eh bien, c'est d'estimer les coefficients du modèle. On va noter petit p le nombre de coefficients. Et naturellement, il faudra estimer les écarts entre le modèle et les expériences, puisque le modèle va passer au mieux au plus près des points expérimentaux. Ce sera l'objet de la méthode d'ajustement. Et donc, à cette étape, on dispose de P coefficients à estimer. Ça dépend du nombre de constituants et ça dépend, comme nous le verrons, du degré du modèle. Et puis de N écarts entre les expériences réalisées et leur restitution à partir d'un modèle. J'ai mis entre parenthèses le mot résidu parce que c'est le nom que l'on donne à ces écarts lorsque l'on utilise la méthode des moindres carrés. C'est la méthode que l'on utilisera ici. Alors pourquoi a-t-on besoin de la méthode des moindres carrés? Eh bien parce que si on pose le problème de cette manière, on dispose de P plus N inconnus à estimer, les coefficients et les écarts, et on ne dispose, hélas, que de N équations, c'est-à-dire les N expériences que vous avez faites. Donc il manque naturellement des équations, et
traditionnellement, c'est la méthode des moindres carrés qui va générer les équations manquantes. La méthode des moindres carrés, on a eu l'occasion de la voir dans d'autres applications. Elle date du début du XIXe siècle et elle va donner lieu à une écriture matricielle, ici, que vous voyez en bas, faisant appel à des matrices qui auront des noms bien spécifiques. Et je rappelle, dans le petit post-it qui vient d'apparaître à l'écran, que dans le domaine de la formulation, si on a commencé avec la méthode d'ajustement des moindres carrés au début des années 60, petit à petit, on va voir que cette méthode peut présenter certaines limites, et donc il existe des méthodes alternatives d'ajustement du modèle que nous ne présenterons pas dans ce chapitre, qui est plutôt introductif, qui s'appelle la régression Ridge ou la régression PLS. Mais dans ce chapitre, on va se limiter à la méthode des moindres carrés. Alors, qu'est-ce qu'un modèle ? Alors, la définition que je reporte ici est issue d'une norme ISO 3534-3, et on nous dit qu'un modèle est une description. Alors, le mot description laisse la place largement ouverte à différents types de restitution. Ça peut naturellement être une équation, c'est souvent comme cela qu'on l'entend quand on est étudiant. Ça peut être un graphique, pourquoi pas une phrase. Donc c'est une description qui associe une variable de réponse, c'est au singulier, une seule variable de réponse à une ou plusieurs variables de prédiction, et naturellement ce modèle comprend des hypothèses, notamment sur la forme de la modélisation. Ça veut dire que dans un problème de mélange, si on mesure trois réponses, la résistance mécanique, le retrait par exemple, et puis une caractéristique rhéologique, pourquoi pas la viscosité, il faudra faire un modèle pour la description et la prédiction de chacune de ces réponses. Donc on écrira autant de modèles que l'on a de réponses. Dans un modèle, il y a trois parties, pour faire simple. La partie qui est à gauche du signe égal, qu'on va appeler la réponse modélisée, c'est la valeur mesurée, c'est ce qu'on appelle en métrologie l'indication, que l'on note petit y dans l'équation que vous voyez apparaître. Ensuite, à droite du signe égal, la première partie, c'est la partie déterministe, puisque toute valeur mesurée peut toujours s'écrire sous la forme d'une partie déterministe et d'une partie aléatoire. Et la partie déterministe, ça va être l'équation du modèle. Et l'équation du modèle, on l'a écrite ici sous la forme y chapeau indice i, donc la réponse prévue par le modèle pour le IM et C. Eh bien, c'est une fonction de xi1 et xi2 qui sont les proportions respectives du constituant 1 et du constituant 2 lors de l'essai petit i. Je vous rappelle que nous sommes en présence d'un mélange binaire, comme vous avez pu le voir dans la partie précédente, de sable et de gravier, et que l'on souhaite modéliser la variation de la masse volumique de l'empilement. Alors cette partie déterministe va faire apparaître des coefficients, des régresseurs, tout dépend le livre de statistiques que l'on ouvre. Et naturellement, la troisième partie que l'on voit dans l'équation générale, c'est l'écart. L'écart entre les réponses mesurées et les réponses modélisées, YI et Y chapeau. Ces écarts, lorsque l'on fait appel à la méthode des moindres carrés, s'appellent des résidus, c'est les écarts au modèle. La norme nous dit que cette partie aléatoire ou stochastique ou erreur du modèle peut être tout à fait élaborée, en ce sens qu'on peut faire apparaître une décomposition également de cette partie en erreur d'ajustement, en écart d'ajustement et en écart de répétition, que l'on peut eux-mêmes subdiviser en fonction du changement d'opérateur ou d'autres composantes. Mais pour rester simple, ici, les réponses que l'on va mesurer, les masses volumiques apparentes de l'empilement de sable et de gravier, vont être retranscrites sous la forme d'une équation et donc d'une prédivision suivie d'un écart qu'on appellera le résidu. Alors pour concrétiser ceci, tout calcul fait, vous voyez ici le dessin en bleu de la partie déterministe du modèle, qui est une parabole, dont on rappelle l'équation tout à fait en haut. On reviendra dans ce chapitre sur l'écriture de la forme canonique des modèles. Vous ne voyez pas apparaître en effet de termes x1 carré ou x2 carré, vous ne voyez pas apparaître de constante dans ce modèle, qui est un modèle de degré 2, mais on va justifier cette notion d'écriture. Sur l'axe horizontal, vous voyez la proportion de gravier allant de 0%,
c'est-à-dire on a uniquement que du sable fin, à 100% de gravier, ben dans ce cas-là on n'a pas de sable. Les points jaunes représentent les répétitions expérimentales et les points rouges que vous voyez représentent la moyenne de ces répétitions. Et c'est à partir de la moyenne de ces répétitions, dont on va présenter les valeurs, que l'on a ajusté de la meilleure façon possible le modèle. Eh bien, ce que vous voyez en bleu, c'est la partie déterministe avec ces trois coefficients. Naturellement, le modèle passe au mieux par rapport aux points expérimentaux, et les écarts entre le modèle et les points expérimentaux, ce qu'on a appelé les résidus, ben, c'est une partie aléatoire, c'est l'écart entre les points rouges et la courbe bleue, c'est ce que j'ai représenté ici par les petits rectangles rouges, en disant que ben, dans cet exemple, nous avons 3 coefficients et 7 écarts à estimer, 3 et 7 ça fait 10, et nous n'avions que, si on compte les points rouges, 7 points, donc il va falloir trouver les 3 équations manquantes, et on va voir que la méthode des moindres carrés nous permet de trouver ces équations. Alors revenons un petit peu sur les étapes que l'on va suivre. Nous disposons à l'instant initial d'une matrice d'expérience, c'est ce que vous voyez à gauche dans le tableau, c'est la liste des essais que vous avez fait 7 mélanges dans cette situation, et la nature de ces essais, vous voyez apparaître les différentes proportions de sable et de gravier, la somme des proportions devant être unitaire. Et pour chacun de ces essais, on a reporté le vecteur réponse, mesuré, grand Y, avec la moyenne des 5 valeurs qui ont été répétées. On rappelle effectivement ici que le mélange est intéressant puisqu'il permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, c'est pour le mélange 4, une masse volumique apparente de 1940 grammes par litre, alors qu'en utilisant les constituants purs, ce sont les mélanges 1 et 2, nous avions à peine des masses volumiques voisines de 1400 ou 1450 grammes par litre, ce qui fait qu'on a une amélioration quand même de 500 grammes. Donc mélanger dans les squelettes granulaires, c'est aussi l'opportunité de maximiser la compacité. Alors comment faire pour trouver le modèle qui relie Y à X1 et X2? Eh bien, on va voir qu'on va devoir écrire successivement différentes matrices qui porteront le nom de matrice du modèle. Ça permettra de prendre en compte la nature du polynôme, par exemple, que l'on va utiliser. Ensuite, on va fabriquer une matrice très importante, si on interprète son déterminant, qui est la matrice d'information. On voit qu'on l'obtient en faisant le produit de la transposée de la matrice du modèle, X, par la matrice du modèle. Puis ensuite, on voit une autre matrice qui s'appelle la matrice de dispersion, qui elle aussi va nous apporter pas mal d'informations au travers de sa trace, c'est-à-dire des éléments de sa diagonale et de la somme de ces éléments. Et une fois qu'on aura fabriqué toutes ces matrices, eh bien, la méthode des moindres carrés nous dit qu'on peut obtenir immédiatement le vecteur des coefficients, vous voyez, en faisant le produit de la matrice de dispersion par la transposée de la matrice du modèle, elle-même par le vecteur Y des réponses. Et le vecteur des coefficients, c'est ce que l'on consignera dans un tableau, qu'on appelle dans les logiciels le tableau d'analyse des coefficients. Les autres colonnes que vous voyez, qui s'appellent erreur type, T observé et probabilité, font l'objet de l'analyse statistique, c'est-à-dire quel jugement porter sur les coefficients que l'on vient d'obtenir, et donc ce sera pour un autre chapitre. Une fois que l'on connaît les coefficients, on connaît l'équation du modèle, et donc rien ne nous empêche désormais de jouer, entre guillemets, avec cette équation, et de regarder ce que donnerait cette équation pour les proportions des mélanges du plan d'expérience. Par exemple, si dans l'équation du modèle, on considère qu'il y a 100% de sable et 0% de gravier, la réponse calculée est égale à 1399,26 grammes par litre, alors que la réponse mesurée était de 1466,66 grammes par litre. Il y a donc un écart, cet écart c'est les résidus, 67 grammes par litre, et ainsi de suite pour tous les mélanges. Donc on peut s'apercevoir ici que, à l'exception du mélange 50-50, où le résidu est très faible, 10 grammes par litre ou 9,95 grammes par litre, les autres résidus sont du même ordre de grandeur, en valeur absolue aux alentours de 70-80 grammes par litre, ce qui est finalement pas si énorme que ça quand on ramène les valeurs de ces résidus à la valeur de la masse volumique apparente, qui est de l'ordre de 1400 à 1900 grammes par litre. Donc l'analyse mathématique va consister à obtenir ces deux vecteurs, le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus. Et donc on va voir maintenant dans la suite de cette séquence une succession de matrices qui vont nous conduire à l'expression du vecteur des coefficients.
Alors, naturellement, vous allez être invité, dès la fin de ce chapitre, à utiliser un tableur, ce peut être Excel et ça peut être aussi un logiciel libre, de façon à mettre en œuvre l'analyse mathématique pour bien en comprendre les enjeux. Et vous allez vous apercevoir que jusqu'à des mélanges présentant moins d'une 6 ou 7 constituants, vous allez pouvoir traiter de façon très sûre avec Excel beaucoup de problèmes. Alors, on va essayer de dessiner sous une feuille Excel la forme des matrices que l'on va mettre en œuvre. La matrice d'expérience, c'est une matrice qui contient autant de colonnes qu'il y a de constituants, donc ici 2 constituants, et autant de lignes que vous avez fait d'essai, donc 2 colonnes, 7 lignes. Elle est représentée par le petit rectangle que vous voyez en haut. Cette matrice d'expérience, vous allez la transformer en matrice du modèle, grand X. Alors on va voir comment on définit cette matrice. Ça va être une extension appropriée. Cette matrice X, vous allez la transposer. Transposer une matrice, ça revient à intervertir les lignes et les colonnes. Donc on obtient une matrice rectangulaire, mais ce coup-ci qui fera n colonnes, alors que la matrice du modèle faisait n lignes. Et le produit de la transposée de x par x, eh bien, va donner, vous voyez, c'est très géométrique, si on ne sait pas calculer à l'avance les dimensions des matrices, va donner une matrice carrée. C'est cette matrice qu'on appellera la matrice d'information. Cette matrice d'information, si elle est inversible, on l'inversera pour obtenir ou apparaître l'exposant -1, la matrice de dispersion. Et on en aura fini avec le bloc des x. Il suffira maintenant d'introduire le vecteur des réponses. Ce vecteur des réponses y, on va le prémultiplier par la transposée de la matrice du modèle, transposée de x, pour obtenir un vecteur. Un vecteur, ça possède une seule colonne. Donc vous voyez que y, transposé de y, le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus, sont représentés par des rectangles de moindre largeur ou de largeur unitaire. Et en faisant maintenant le produit de transposé de x, x-1, la matrice de dispersion, par le vecteur transposé de x, y, on obtient le vecteur des coefficients. À partir du moment où on a le vecteur des coefficients, on peut utiliser, en faisant le produit matriciel de x par le vecteur des coefficients, le vecteur des réponses calculées, y chapeau. Et en faisant la soustraction, terme à terme, on obtient le vecteur des résidus. Donc voilà un petit peu quel est le parcours que l'on suit sur sa feuille Excel. Alors vous voyez apparaître ici une formule que je n'ai pas commentée. Y chapeau égale H fois Y. H, c'est ce qu'on appelle le hat matrix, la matrice chapeau. On l'introduira plus particulièrement dans le chapitre consacré à l'analyse statistique. Je trouve qu'il est inutile d'en parler dès le chapitre consacré à l'analyse mathématique, puisqu'on se servira de cette matrice pour calculer la qualité prédictive du modèle. Ceci dit, d'un point de vue pragmatique, dès lors que vous saurez établir cette matrice, vous pourrez calculer le vecteur Y chapeau de 2 façons, soit en faisant le produit de la matrice H par Y, soit en faisant le produit de la matrice X par le vecteur des coefficients. Voilà un peu comment va s'organiser la feuille Excel au fur et à mesure de l'avancée de la démarche. Alors avant de démontrer l'expression des moindres carrés, on va revenir sur l'écriture des polynômes qui vont nous servir à établir les modèles. On va partir du cas général du modèle polynomial de degré d, de degré petit d, auquel on va ensuite introduire une contrainte relationnelle. Alors le nombre de coefficients d'un polynôme mettant en œuvre k facteurs, et un polynôme de degré d, petit d, le nombre de coefficients obéit à la formule que vous voyez apparaître, k plus d factoriel divisé par factoriel k factoriel d. Donc on voit que cette formule est symétrique en fonction de petit k et de petit d, et on va l'expliciter, elle nous permet de calculer à l'avance combien il y a de monômes dans un polynôme, et donc combien de coefficients à estimer. Alors si on part d'un modèle de degré 0, petit d égale 0, petit p est égal à k plus 0 factoriel, ça fait factoriel k divisé par factoriel k factoriel 0. Factoriel 0, ça fait 1, factoriel k sur factoriel k, ça fait 1, donc un coefficient. Alors, état égale alpha 0, c'est naturellement un modèle qui décrit l'absence de variation, puisque c'est une constante dans le domaine. Si l'on fait appel à un modèle de degré 1, en présence de 2 facteurs, x1 et x2, bien, en appliquant la formule, on obtient 3 coefficients, donc 3 monômes.
le monôme de degré 0, alpha 0, plus deux monômes, alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, avec les trois coefficients alpha 0, alpha 1 et alpha 2 à estimer. Ce modèle va être retranscrit sous forme d'une droite, d'un plan ou d'un hyperplan, en fonction du nombre de facteurs. Et naturellement, cette modélisation est insuffisante dès lors qu'il y a des courbures à prendre en compte. Et donc, pour prendre en compte des courbures, on peut envisager l'utilisation d'un modèle de degré 2. Toujours en présence de deux facteurs, mais la généralisation se fait quel que soit le nombre de deux facteurs. On va devoir estimer 6 coefficients. Ces coefficients vont donner lieu à des monômes de degré 0, de degré 1, comme nous avons décrit, mais également à des monômes de degré 2, parmi lesquels il est important de distinguer les termes rectangles, ici alpha 1, 2, x1, x2, des termes carrés, alpha 1, 1, x1 carré et alpha 2, 2, x2 carré. Les coefficients sont indicés de telle sorte que la lecture des indices nous donne le degré de petit x. Quand vous avez alpha 1, 1, ça veut dire que x1 intervient au carré. Voilà. Si le modèle parabolique ne convient pas, parce qu'il faut prendre en compte une courbe et une contre-courbe dans l'évolution de la réponse, on peut faire appel à un modèle de degré 3, en faisant petit k égale 2 et petit d égale 3 dans la formule, on obtient 10 coefficients, je vous laisse faire le calcul, et les monômes correspondants s'écrivent sous la forme suivante. On retrouve les monômes du modèle de degré 2, auquel on a rajouté des termes de degré 3 cubiques, par exemple alpha 1, 1, 1, x1 au cube, alpha 2, 2, 2, x2 au cube, et puis des termes de type alpha i, i, j, xi au carré et xj à la puissance 1. C'est ce que vous voyez. Alors on pourrait continuer comme ça, mais vous vous doutez bien que plus le degré du polynôme augmente, plus le nombre de coefficients à estimer va augmenter. Et souvent, quand on fait de l'optimisation, on va travailler dans des domaines suffisamment petits pour se limiter à des polynômes de degré 2, et privilégier de fait l'étude d'un plus grand nombre de facteurs. C'est pour ça que, quelque part ici, lorsqu'on est en présence de facteurs indépendants, la limite économique des plans d'expérience se situe à la définition de plans d'expérience pour l'étude de modèles de degré 2. Alors voyons ce que deviennent ces expressions lorsqu'on est en présence de facteurs qui sont les proportions des constituants. Et les proportions, ce sont des variables qui varient entre 0 et 1 et dont la somme est égale à 1. C'est ce que je rappelle ici. À partir de l'exemple que nous traitons, nous avons deux constituants qui vont intervenir pour expliquer la variation de la masse volumique de l'empilement de grains, la proportion de sable, petit x1, la proportion de gravier, petit x2. Ces proportions peuvent varier entre 0 et 1, et la somme de ces proportions doit être unitaire. x1 plus x2 égale 1. Eh bien, c'est cette relation, cette contrainte relationnelle implicite que l'on va utiliser pour simplifier l'expression générale des polynômes et aboutir à la forme canonique. Alors les formes canoniques ont été proposées par Henri Scheffé. On reparlera d'Henri Scheffé dans un chapitre consacré à des plans d'expérience de type simplex lattice, qui a proposé cette écriture des formes, cette réécriture des modèles polynomiaux, en faisant intervenir la contrainte relationnelle implicite. 1, il faut se rappeler que c'est l'élément neutre de la multiplication, et donc en multipliant tout ce que vous voulez par 1, ça ne change pas grand-chose. Alors regardons qu'est-ce qui se passe pour un modèle de degré 1. Dans un cas général, c'est ce que nous avons vu sur le transparent précédent, la réponse peut s'exprimer sous la forme état égal alpha 0 plus alpha 1 x1 plus alpha 2 x2. Je vais faire intervenir dans cette expression polynomiale la contrainte implicite x1 plus x2 égale 1, et je vais multiplier alpha 0 par 1, donc par x1 et x2. Vous développez naturellement ce produit, et puis vous factorisez en fonction de x1 et de x2. Donc vous voyez apparaître un terme alpha 0 plus alpha 1 x1, plus un terme alpha 0 plus alpha 2 x2. Il suffit de poser alpha 0 plus alpha 1 égale bêta 1, alpha 0 plus alpha 2 égale bêta 2. Vous faites donc apparaître le modèle polynomial sous sa forme canonique de degré 1. Il y a deux coefficients. S'il y a deux coefficients, il faut faire au moins deux expériences.
et il faut que ces expériences soient les plus représentatives du domaine à explorer. Ben, c'est pour ça que sur la figure de droite que vous voyez à l'écran, les points rouges sont situés aux bornes du domaine. Donc voilà l'écriture canonique du modèle de degré 2, pardon, du modèle de degré 1 en présence de deux constituants. On peut généraliser ceci lorsqu'on a Q constituants, c'est ce que l'on va écrire ici. Ben, si on a Q constituants, le modèle s'écrit bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta i xi plus bêta q xq. Donc P est égal à Q, et on verra que dans le cas d'un domaine expérimental sous forme de simplex, c'est-à-dire une figure qui contient en tant que sommet le même nombre que le nombre de constituants, eh bien, le maillage de type Q.1, que vous voyez apparaître en vert à l'écran, est suffisant pour estimer les coefficients, puisqu'il nous générera Q mélange. C'est ce que l'on voit ici illustré à partir d'un mélange ternaire. À partir d'un mélange ternaire, on va fabriquer trois mélanges. Trois mélanges qui couvrent l'intégralité du domaine expérimental, donc ce sera les trois sommets rouges que vous voyez apparaître sur le diagramme ternaire situé en bas à droite. Et les réponses observées pour ces trois mélanges nous permettront d'estimer les trois coefficients de l'écriture du modèle de degré 1 sous forme canonique, bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3. Alors naturellement, si le degré 1 n'est pas suffisant, que devient le modèle de degré 2 ? Qui, en présence de deux facteurs, s'écrit sous la forme générale suivante, avec ces termes carrés, ces termes rectangles. Bien là encore, on va faire intervenir l'élément neutre de la multiplication, à savoir 1. On va multiplier alpha 0 par 1, et les termes xi carré, on va les réécrire sous la forme xi fois xi. Alors ici, x1 fois x1, x2 fois x2. Et un de ces deux xi, on va le transformer à partir de la contrainte relationnelle. Par exemple, le terme x1, on va le réécrire sous la forme 1 moins x2, et le terme x2, on va le réécrire sous la forme 1 moins x1. Il suffit de développer cette expression, il suffit de factoriser, on voit finalement apparaître un regroupement de coefficients devant x1, un regroupement de coefficients devant x2, et un regroupement de coefficients devant la partie rectangle, x1, x2, en posant bêta i égale alpha 0 plus alpha i plus alpha i, et en posant bêta ij égale alpha ij moins alpha ii moins alpha jj, eh bien, on obtient trois coefficients. Ici, un modèle état égal bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 1 2 x1 x2. Trois coefficients, donc trois mélanges à faire, on avait vu, qui sont équirépartis à partir des sommets du domaine et du milieu de l'arête qui matérialise le domaine expérimental. On va pouvoir généraliser cette forme canonique du modèle polynomial de degré 2 à un nombre plus important de constituants, petit q. Donc si on a Q constituant, ben, le nombre de coefficients à estimer s'écrira Q que multiplie Q plus 1 sur 2. Donc on peut calculer à l'avance combien ça fait. Si vous avez 6 constituants à mélanger, le nombre de coefficients à estimer sera égal à 6 fois 7, 42 divisé par 2, 21 coefficients. Et le modèle s'écrira sous la forme somme des bêta i xi plus somme des bêta ij xi xj. Et si votre domaine est un simplex, c'est-à-dire une figure qui contient autant de sommets que de constituants, alors le maillage de degré 2, c'est ce qu'on voit apparaître dans l'expression entre crochets en vert, va générer exactement le même nombre de mélanges que le nombre de coefficients. Alors c'est ce qu'on peut voir ici pour le cas d'un mélange à 3 constituants. Pour un mélange à 3 constituants, on va fabriquer 6 mélanges qui sont représentés par les sommets et les 3 milieux d'arête. Donc 3 sommets, 3 milieux d'arête, ça fait 6 mélanges. Et vous voyez en regard à gauche l'expression générique du modèle polynomial sous forme canonique de degré 2. Bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3 plus les trois termes rectangles. Bêta 1 2 x1 x2, bêta 1 3 x1 x3 et bêta 2 3 x2 x3. Alors on va continuer naturellement la présentation de l'expression des formes canoniques. On peut écrire les modèles de degré 3 sous forme canonique en faisant apparaître les termes suivants. On voit apparaître le nombre de coefficients.
qui augmente naturellement avec le degré du modèle. Et on rappelle tout à fait en haut, mais on fera un chapitre dédié au réseau de type simplex lattice, que le nombre de mélanges du réseau simplex lattice est rigoureusement égal au nombre de coefficients, ce qui facilitait, quand il n'y avait pas d'ordinateur, l'estimation numérique des coefficients. Si on se place dans un diagramme ternaire, si on a 3 constituants, si on applique la formule 3 et 2, 5, 3 et 1, 4, 5 fois 4, 20, 20 fois 3, 60, divisé par 6, ça fait 10. 10 mélanges à faire. C'est les points rouges que vous pouvez compter dans le diagramme ternaire, qui sont représentés par les mélanges, le centre du domaine et les points situés à 1 tiers, 2 tiers sur les arêtes. Ces 10 mélanges vont permettre d'estimer les 10 coefficients que vous voyez à gauche, et je vais lire uniquement les termes de degré 3, avec un terme de degré 3 qui s'écrit bêta 1, 2, 3, x1, x2, x3, et 3 termes de degré 3 également, mais qui ne font intervenir que 2 constituants, ou les proportions de 2 constituants chaque fois, gamma 1, 2, x1, x2, que multiplie x1 moins x2. C'est effectivement un terme de degré 3, puisque vous multipliez x1 par x2, par une différence, x1 moins x2. Donc vous avez un terme de degré 3. Voilà comment s'écrit la forme canonique des modèles polynomiaux de degré 3. Alors on peut naturellement faire la remarque suivante, c'est que le nombre de monômes augmente, et on avait vu, sans en donner trop de justification, dans la présentation du problème, que plus le degré du polynôme augmente, plus les incertitudes qui affectent l'estimation des coefficients augmentent. Et donc on peut se demander si on ne peut pas simplifier cette expression de degré 3 en la réduisant. Donc on fait apparaître ici les monômes de degré 3, et on rappelle juste dessous que les termes de type gamma ij, xi, xj que multiplie xi moins xj vont être les termes les plus nombreux. Pourquoi? Parce que ce sont des couples de proportions et non pas des triplés de proportions. Donc il y a beaucoup plus de couples que de triplés. Et en plus, on vous demande d'admettre à ce niveau-là que ce sont ces coefficients qui auront la plus forte incertitude. Donc on s'est demandé à un moment si on ne pouvait pas faire des modèles de degré 3 sans ces termes qui sont un peu inflationnistes en termes d'incertitude. Et donc on a donc créé ce qu'on appelle des modèles de degré 3 réduits, en laissant tomber les coefficients gamma ij qui multipliaient les termes xi, xj que multiplie xi moins xj. On peut calculer le nombre de coefficients que cela fait. Vous avez ici une formule qu'on mettra en œuvre tout à l'heure. Si le modèle de degré 3 n'est pas suffisant, eh bien, figurez-vous que dans les problèmes de mélange, notamment quand il y a peu de constituants, mais on en trouve régulièrement des exemples dans la littérature, on utilise des polynômes de degré 4. Alors on n'ira pas au-delà après, mais le polynôme de degré 4 intervient, c'est ce qu'on appelle un modèle quartique. Le modèle de degré 3 était un modèle cubique, le modèle de degré 2 étant un modèle quadratique. Donc les modèles quartiques vont nécessiter un nombre plus important de mélanges. Vous voyez au fur et à mesure qu'on était parti de Q mélanges à réaliser, ensuite on a multiplié par Q plus 1, par Q plus 2, par Q plus 3. Le nombre de mélanges est quelque part proportionnel à la puissance 4 du nombre de constituants. Et donc voilà ce que donne l'écriture canonique du polynôme de degré 4. Dans le cas de 3 constituants, on va voir ensuite une écriture généralisable. Si vous avez 4 constituants, il faut réaliser 15 mélanges. Pourquoi? Parce que vous avez 15 coefficients à estimer. Donc vous voyez, que vous voyez apparaître dans l'expression du modèle en bas à gauche. Et naturellement, ces 15 mélanges doivent être équirépartis dans le domaine expérimental. C'est le cas des points rouges que vous voyez à l'écran. Alors, sous sa forme générale, voilà comment s'écrit le polynôme de degré 4 mis sous forme canonique. Ça veut dire qu'on a déjà fait des regroupements en utilisant la contrainte implicite. Et là-dedans, naturellement, il y a des termes de degré 4 qui vont propager plus d'incertitudes que d'autres. Et donc, on a des monômes de degré 3, on a des monômes de degré 4, et donc on va fabriquer un modèle de degré 4 réduit pour éviter d'estimer tous ces coefficients. Alors dans le modèle de degré 4 réduit, vous voyez qu'on a oublié les termes de degré 3 et que parmi les termes de degré 4, eh bien, on a conservé uniquement ceux pour lesquels l'incertitude est la plus faible.
Alors naturellement, ça fait moins de coefficients à estimer, mais ça en fait encore un certain nombre, ce qui fait que généralement, ces modèles sont rarement utilisés au-delà de 4 constituants. Et vous voyez apparaître en bas, c'est une formule de dénombrement classique, le nombre de coefficients à estimer. Alors, il existe encore d'autres types de modèles qui s'expriment sous forme de somme de monômes, et il paraît intéressant ici de rajouter la notion de modèle synergique, puisque ce modèle est associé à un type de maillage proposé par Scheffé, non pas initialement en 1958, mais en 1963, qu'on appelle le simplex centroïde, qui fera l'objet également d'un chapitre spécifique. Et donc ces modèles s'écrivent sous la forme suivante, que vous voyez à l'écran, et que l'on va détailler dans le cas de 3 constituants. Le nombre de coefficients à estimer, c'est 2 puissance q moins 1. Alors ça veut dire aussi que si vous avez 6 constituants, 2 puissance 6, ça fait 64 moins 1. 63 coefficients à estimer, donc 63 mélanges. C'est pour ça qu'on va rarement au-delà, ou pour ainsi dire jamais, au-delà de 5 constituants. Alors, il y a parfaite adéquation entre le nombre de constituants, le nombre de coefficients et le nombre de mélanges proposés par le maillage de Scheffé, mais ça fera l'objet d'un chapitre à part, et on l'a représenté ici dans le cas d'un diagramme ternaire où on a 3 constituants. Pourquoi ça s'appelle un simplex centroïde? Parce qu'on va faire le centre de tous les sous-espaces du domaine. Les sommets, c'est un sous-espace, les arêtes, c'est un sous-espace, et ici, la surface du triangle est un sous-espace. Si vous aviez eu un tétraèdre, on aurait rajouté les centres des faces et naturellement le centre du tétraèdre. Voilà comment s'écrit en bas à gauche l'expression générale du modèle, β1 x1 plus β2 x2, plus des termes rectangles, plus un terme de degré 3, β1 de 3, x1, x2, x3. Alors on va faire un récapitulatif de tout ce que nous avons vu sous forme d'un tableau pour que ceci devienne très pragmatique. En ligne, vous avez le nombre de constituants que vous souhaitez mélanger. 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Rien n'empêche, avec les formules génériques que nous avons présentées, de rajouter des lignes au tableau. Et en colonne, vous avez le degré du polynôme, degré 1, degré 2, degré 3, degré 4. On a vu que pour les polynômes de degré important, on allait limiter souvent leur écriture à certains monômes, donc on a les formes réduites de degré 3 et de degré 4, et j'ai rajouté, dans la dernière colonne, les modèles synergiques. Et ce que vous voyez à l'intérieur de ce tableau, eh bien, c'est le nombre de coefficients à estimer. Par exemple, très près de la flèche, si vous avez 8 constituants et que vous voulez modéliser la variation de la réponse à partir d'un polynôme de degré 4, mis sous forme canonique, mais il vous en coûtera 330 coefficients à estimer, c'est-à-dire 330 mélanges à faire. Et donc sur ce graphique, on va pouvoir, sur ce tableau, on va pouvoir tout de suite dessiner une limite de ce qui paraît raisonnable à faire dans un contexte industriel, et puis ce qui relèvera uniquement, finalement, d'approche numérique de la formulation. Alors j'ai mis ici une limite aux environs de 40 mélanges, c'est un peu du vécu en milieu industriel, bien que parfois il faille se limiter à des tailles de plan d'expérience plus petites. Mais rappelons-nous que la formulation c'est le nerf de la guerre et que on est souvent obligé de faire pas mal de mélanges pour trouver l'optimum, et donc un plan d'expérience présentant 40 mélanges n'est pas quelque chose qui est réservé à l'espace mathématique, c'est souvent le cas en milieu industriel. Et donc vous voyez que si vous êtes dans le domaine où il y a 4 ou 5 constituants, voire 6, vous avez quand même pas mal de modèles à votre disposition avec un coût raisonnable. Il est évident que si vous avez plus de 10 constituants, bien il va falloir utiliser d'autres stratégies expérimentales que les stratégies que nous sommes en train de décrire dans ce chapitre. Voilà. Voilà pour le bilan. Alors on est arrivé à la fin de la première partie, on n'a toujours pas écrit l'équation du second degré, et donc je vais vous demander de représenter graphiquement la dimension des matrices intervenant dans l'équation d'estimation des coefficients. Vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait, vous pouvez également matérialiser ces matrices dans une feuille Excel. Établir l'expression de la forme canonique du modèle de degré 1 en présence de 3 constituants. Je l'ai fait en présence de 2 constituants, mais vous faites la même chose quand il y a 3 constituants. Établir l'expression de la forme canonique du modèle de degré 2 en présence de 4 constituants. Vous partez de la forme générale, vous introduisez
en présence de 4 constituants, la contrainte relationnelle implicite, x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale 1, et puis en faisant des regroupements et des factorisations, vous allez arriver à la forme canonique. Pourquoi envisage-t-on des formes canoniques réduites pour les modèles de degré 3 et de degré 4? Il y a plusieurs arguments attendus comme réponse à cette question. Établir l'expression du modèle synergique de degré 4, ce sont des modèles que l'on associe à des maillages expérimentaux de type simplex centroïde qui ont été proposés par Scheffé en 1963, mais il est demandé ici d'écrire simplement l'expression du modèle synergique. Et enfin, on aurait pu commencer par cette question, quels sont finalement les objectifs de l'analyse mathématique? Donc voilà pour cette partie 1 qui a été un peu longue. Elle a parlé de dimension de matrice, ensuite elle s'est un peu appesantie sur la